Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence plénière sur la thématique « Faire face à un client conscient, sensible et en attente d'engagement ». Je suis Florence Bouchot, je suis responsable de la culture client chez FDJ United, administratrice de la marque et aussi permacultrice client. Je suis en effet convaincue que développer la culture client dans une entreprise, c'est un peu comme faire de la permaculture et ça s'appuie sur ces 12 principes que je vous invite à découvrir dans un article, un billet que nous avons coécrit avec Thierry Spencer sur le blog Sens du client il y a 2 ans. Alors j'ai le plaisir d'animer cette table ronde qui me tient à cœur et qui s'appuie sur une tendance client 2025. Le client sera conscient, identifié par Thierry Spencer lors de son exercice annuel de tendance client qui a eu lieu en décembre dernier. Et cette tendance, elle révèle que les clients sont plus exigeants que jamais en matière de responsabilité sociétale et environnementale. Ils privilégient des entreprises qui affichent des valeurs fortes, prennent des engagements concrets et les traduisent dans leurs pratiques. Et nous allons aujourd'hui, à travers cette table ronde, découvrir comment répondre aux attentes des clients tout en restant authentique et transparent. Nous allons explorer les stratégies RSE de 2 entreprises et leur influence sur l'expérience client. Nous allons évoquer les risques liés au greenwashing, à l'inaction et les leviers pour transformer ces enjeux en opportunités de différenciation, notamment en temps de crise. Alors, la vie n'étant pas un long fleuve tranquille, vous avez peut-être vu qu'il y a eu un petit changement de programme. Laurence Surel, qui est directrice relations clients et RSE chez Kioni, vous présente ses excuses de ne pas pouvoir être avec nous aujourd'hui. Mais c'est un assureur qui est profondément et sincèrement humain, avec la RSE dans son ADN, qui a spontanément répondu présent pour participer à cette table ronde et qui va transformer le pépin en pépite. Et je l'en remercie infiniment. J'ai pu observer une tendance qui se dessine, c'est que rares sont les entreprises qui acceptent de s'exprimer sur ce sujet sensible. Et c'est pourquoi je voudrais saluer le courage, l'humilité et la générosité de nos 2 intervenants. Et je vous remercie de les applaudir. Donc, j'accueille Sébastien Poinblanc, qui est directeur opération expérience client chez Massif, et Laurent David, qui est directeur marketing et communication chez DB Schenker. Bienvenue sur ce plateau. Merci, Florence. Alors, vous pouvez poser vos questions au numéro qui s'affiche et aussi sur la plateforme qui s'affiche, et puis nous y répondrons à la fin de cette table ronde. Alors, je vous propose de commencer tout de suite avec Sébastien Poinblanc. Donc, tu es directeur des opérations expérience client chez Massif. C'est un assureur qui existe depuis 65 ans, spécialiste des risques des particuliers. Votre promesse initiale était d'offrir les couvertures d'assurance universelles en auto et habitation au meilleur tarif, c'est-à-dire accessible au plus grand nombre. Et la Massif est l'inventeur des systèmes d'assurance modernes, c'est-à-dire par exemple le constat amiable, c'est vous qui l'avez inventé. On vous doit l'industrialisation de l'assurance corporelle du conducteur et vous êtes le premier assureur auto en nombre de contrats. Voilà, on peut aussi souligner que vous êtes l'entreprise la plus récompensée en 2022 dans le domaine de la relation client. Et puis, vous avez été élu marque préférée des Français dans la catégorie compagnie d'assurance en 2024 parmi 17 autres marques de compagnies d'assurance. Voilà. Donc, écoute, Sébastien, l'approche centrée vers l'humain, elle est très forte chez Massif. On peut dire que la RSE fait partie de votre ADN et la genèse aussi de la Massif. Peux-tu présenter ton rôle et puis ton entreprise, sa particularité, ses clients en quelques faits et chiffres? Merci Florence. Oui, effectivement, donc la Massif, c'est une mutuelle d'assurance spécialisée sur les risques des particuliers. On a fêté nos 65 ans hier. La Massif a été créée le 1er avril 1960. C'était pas un poisson, c'est une réalité. Nous avons la particularité d'avoir été créé par
des sociétaires qui avaient des besoins à couvrir et notre objectif est bien là, on n'a pas d'actionnaire à rémunérer, on est au service d'un projet humain. Le projet initial, tu l'as précisé, c'était d'offrir des garanties d'assurance universelle au plus grand nombre et en le rendant accessible, donc au meilleur tarif, mais en le faisant dans un univers qui est malgré tout concurrentiel, hein, qui est un marché ouvert. On a aujourd'hui pratiquement 6 millions de sociétaires que nous protégeons, et pour un chiffre d'affaires qui fait de l'ordre de 5,8 milliards. Le tout, voilà, grâce à 12 000 collaborateurs. La particularité de cette entreprise, c'est comme je l'ai dit, donc c'est une mutuelle avec des sociétaires. Ces sociétaires élisent des délégués et parmi ces délégués, sont choisis des administrateurs. Avec cette particularité, c'est-à-dire que nos sociétaires sont à la fois à la base de la pyramide et aussi au sommet, puisque ces élus parmi les délégués composent notre conseil d'administration et donc dirigent cette entreprise. Ça, c'est finalement l'objet social. On a formulé une raison d'être qui est protéger le présent pour permettre le futur pour nous et les générations à venir. Et on comprend bien que quand on combine ces deux éléments, cet objet social et cette raison d'être, cette démarche RSE qui, j'aurai l'occasion de le développer, vient bien au-delà de simplement la démarche environnementale, elle est intrinsèquement dans l'ADN de l'entreprise depuis sa création. Merci Sébastien. Et juste mon rôle, moi je suis donc directeur des opérations expérience client et j'ai donc en charge tous les dispositifs de voix du client, la partie parcours client et promesses de marque, les réclamations et puis toute la partie veille expérience client. Voilà. Merci. Merci. Alors Laurent, tu es directeur marketing et communication chez DB Schenker. C'est une entreprise de transport de marchandises et logistique. Vos clients sont en B2B. Vous gérez à la fois des grands comptes comme Michelin, Louis Vuitton, Sanofi et aussi des TPE. Et puis vous avez une taille mondiale. Hein. Toi, tu représentes la France aujourd'hui. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle et puis qui est cette entreprise ? Qui sont ses clients? Quelques chiffres. Oui, avec plaisir, Florence. Bonjour à toutes et à tous. Donc, très heureux d'être là. Pour parler de moi, mais comme tu dis humblement, rapidement, donc j'ai occupé des fonctions d'animation commerciale, de marketing, de communication. Alors j'ai fait 100% de ma carrière, j'ai 58 ans, 100% de ma carrière dans le transport, effectivement, et la logistique, avec un gros morceau, on va dire, CMA-CGM, pour ceux qui connaissent, transport maritime, leader mondial. Et là, juste sur la fin, comme on peut faire aussi des choses assez différenciantes, on en parlait tout à l'heure, au-delà du transport de conteneurs, c'est une entreprise, et je l'ai initiée au départ sur les lignes antillaises, on peut faire du passage en cargo, donc on peut aussi prendre un peu ces distances avec la vie un peu trépidante de tous les jours, et donc également du feedering, donc l'alimentation de ces grands porte-conteneurs qu'on voit arriver au Havre notamment. Et donc ça a été un peu la fin de mon chemin chez CMA-CGM. Ensuite, parce qu'originaire de l'Ouest, donc une grande parenthèse ouverte chez Transport Joyaux. Je ne sais pas s'il y a des Vendéens dans la salle. Dans Transport Joyaux, qui est devenu Schenker Joyaux, DB Schenker, la boîte dans laquelle je suis aujourd'hui et donc que je suis depuis 25 ans. Comme quoi on peut rester longtemps motivé dans une entreprise. Merci Laurent. Et donc, toi, tu es sur le transport à la fois routier, aérien, maritime. C'est vraiment une offre de transport très globale et complète. Et juste pour compléter Florence, donc pour revenir un peu au sujet, donc aujourd'hui, on a effectivement le route, l'aérien, le maritime et la logistique qui est pour nous un sujet à part. Et on a 25 000 clients. Donc 25 000 clients qui va effectivement de la grosse entreprise jusqu'à la beaucoup plus petite, TPE, l'entreprise qu'on a au bout de chez soi, et sur lequel nous, on doit apporter une expérience client globale. Et j'en profite pour saluer Benoît qui est à côté. Donc on a ouvert au sein de la direction marketing la voie du client, l'expérience client depuis maintenant presque 4 ans. Et on progresse rapidement et vite sur nos sujets d'expérience client. B2B, tu l'as dit, on fait un peu de B2C. B2C, ça pèse à peu près 10% de notre activité. Mais ce qu'on essaye de dire aussi à tous nos collaborateurs, ce qu'on doit aussi convertir nos collaborateurs, c'est que B2B, B2C, moi, quelque part, je m'en fiche un peu. Ce qui m'intéresse, c'est le P2P, en fait. Donc, c'est people to people. Alors, pourquoi je dis ça? C'est que, en fait, nous, le client, c'est celui qui paye le fret quand on est dans le transport. Donc, c'est l'expéditeur.
Et celui qui est à l'autre bout de la chaîne, c'est ce qu'on appelle un destinataire. Et ce qu'on a envie d'avoir, et la symétrie des attentions qu'on va avoir avec nos collaborateurs, c'est de dire c'est people to people, c'est P2P. Hein, le B2B, B2C, c'est très bien, ça nous catégorise, mais le P2P, c'est beaucoup mieux, en fait. Merci. Alors Sébastien, la raison d'être de la Massif, c'est protéger le présent et permettre l'avenir pour nous tous et les générations futures. Et donc la Massif s'engage à défendre les intérêts de la population française. La RSE, elle irrigue la Massif. C'est une entreprise engagée dans une relation client durable. Qu'est-ce que recouvre la dimension RSE à la Massif et quelle est sa place ? Vous l'avez compris, on n'a pas d'actionnaire à rémunérer, donc le compte de résultat, ce n'est pas une obsession limitative, mais pour autant la dimension économique, elle est importante, hein, puisque dans l'objet finalement du fonctionnement de notre entreprise, l'idée c'est bien de dégager des profits pour les redistribuer. Alors les redistribuer de façon très schématiquement, soit en améliorant et en élargissant nos offres et nos garanties, soit en maintenant, en tout cas, et en limitant la hausse des cotisations. Ce statut-là, ça permet à la Massif d'inscrire son action dans le temps et de ne pas forcément être dans une contingence uniquement annuelle, biannuelle ou au mieux triannuelle, mais vraiment donner du temps. La RSE, il y a des préoccupations sociétale au sens large, économique, environnementale, sociale. Je vais les développer par la suite avec un fil rouge qui était finalement dans l'ADN de la création, c'est mettre l'économique au service du projet humain. Et c'est aujourd'hui encore finalement ce qui draine et ce qui drive nos actions et la façon d'agir en tant qu'assureur. Et effectivement, on est un acteur important du marché avec d'autres assureurs. On est au cœur d'un certain nombre de problématiques complexes. Je peux en citer une sur les événements climatiques parce que ça parle forcément à chacun d'entre vous et ça fait l'actualité. Ça nous oblige effectivement, pour nous permettre, avec la vision qu'est la nôtre demain, de dire on doit pouvoir toujours permettre à quelqu'un d'être assuré partout sur le territoire, mais comment on met en œuvre cette dimension. Et je le développerai autour de l'organisation, comment on le traduit aussi dans nos offres produits. On est un acteur qui gère 40 milliards d'euros, donc ça nous donne une capacité de frappe pour infléchir aussi sur un certain nombre de politiques, y compris des politiques d'investissement et d'entreprise. Et puis il y a cette dimension de rôle sociétal que je vais pouvoir illustrer de façon très concrète parce que c'est aussi ça l'important pour nous, c'est au-delà de ce qui pourrait être de l'incantation et finalement du discours de stratégie, c'est concrètement comment on a pris en charge et mis en œuvre des actions pour répondre à telle et telle dimension. Alors Laurent, tu fais partie d'une entreprise de transport forcément à impact environnemental. Tu m'as dit, et je te cite, on sent le gasoil et on est des pollueurs. Alors qu'est-ce qu'on fait pour moins polluer et qu'est-ce que recouvre la dimension RSE chez DB Schenker ? En fait, cette dimension, elle est vitale. En fait, tu l'as dit, on sent le gasoil, nous on a conscience de ça. Nous sommes des pollueurs, oui, c'est évident, tout simplement. Donc on se doit d'être lucide par rapport à notre situation. On doit bouger, on doit oser, être là devant vous, parce que finalement, c'est quelque chose d'important pour nous. Et dans les recettes en fait, qui ont été imaginées par l'entreprise, c'est de se dire, et je reprends un propos de Daniel Rey qui dit un escalier, ça se nettoie de haut en bas, en fait, et pas l'inverse. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout en haut, il faut déjà prévoir les instances qui vont gérer le sujet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis 10 ans qu'on a une organisation complète Schenker France, il y a quelqu'un, il s'appelle Thierry Chameroy, il y a quelqu'un qui représente le RSE et qui a sa place dans le comité exécutif. Donc ça commence par là en fait, c'est-à-dire qu'il y a une voix qui porte, il y a quelque chose qui compte tout simplement. Et ça paraît anodin, mais c'est ça qui a permis de lancer en fait une feuille de route, de structurer une feuille de route et derrière en fait de trouver la granularité qui va bien. La granularité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lui tout seul ou sa petite équipe, il ne faut pas qu'elle reste dans son coin. Lui tout seul, ça veut dire qu'il va aller chercher en fait des associés autour de lui. Et on a créé, il y a maintenant 7 ans, un organe, entre guillemets, un collectif interne qui s'appelle TED, un peu comme les porte-paroles TED, donc Transition environnementale et décarbonation. Et ces personnes-là, ils viennent de tous les horizons transversaux.
Ça veut dire quoi? C'est qu'il faut créer le combo, en fait. Le combo gagnant, c'est de se dire, là-dedans, on va chercher des experts, pas des politiciens ou des décideurs, des experts, des achats. Parce que nous, on achète des camions, on achète des solutions de transport. Donc, des acheteurs, les gens de l'immobilier, parce que c'est des agences, hein, je vous disais, on a 125 agences, il faut trouver des solutions pour moins polluer. Et puis évidemment, les personnes de la RSE. Donc on crée ce combo-là, qui est ce combo gagnant, de manière à sourcer, venir proposer des choses, venir au COMEX présenter des solutions, demander des ressources pour décider. Donc en fait, tu vois, c'est vraiment l'escalier, quoi. C'est en haut, je vais chercher les experts pour ensuite prendre des décisions qui vont bien. Et ces décisions-là, en fait, elles sont portées aussi par le marché. Aujourd'hui, on a des solutions d'énergie verte. C'est le biofuel. Je ne sais pas si vous connaissez le HVO. Donc, on va remplacer en fait le diesel par des énergies végétales, entre guillemets, dans le même moteur, pour pouvoir ensuite moins polluer effectivement nos routes et nos villes. Il existe le SAF, on en reparlera peut-être un peu plus longuement tout à l'heure, mais le Sustainable Aviation Fuel, c'est du kérosène mélangé avec de l'huile de friture. Ça peut paraître bizarre, mais ça marche. Et on arrive à dépolluer en fait une partie de notre fret aérien comme ça. De la même manière, on fait pareil avec le SMF, du coup, avec du biofuel au niveau du maritime. Donc à chaque fois, on va aller chercher tout ça. On a également, et on en est fiers en fait, réussi du coup à prendre ces ressources-là et à investir. Parce que tout à l'heure, tu vas nous parler de greenwashing. À un moment donné, au départ, ça peut en être. Mais ça ne doit pas en être si l'entreprise accepte d'investir et de mettre des ressources. Et c'est ce qu'on a fait. Et humblement, comme tu l'as dit, on arrive à dire, on ne parle plus d'initiative chez nous. Depuis 2024, c'est tout récent, hein, c'est l'année dernière, on a cette espèce de fierté de dire, on a des actions mises en place avec des solutions qu'on est capable de présenter à nos clients. Donc, fini les initiatives. Des preuves, en fait. Je pense que tu vas en parler plus loin aussi. On doit apporter des preuves. Sans preuves, il ne se passe rien. On fait que des vœux. Et les vœux, c'est pieux. Donc, on va plutôt apporter des preuves. Donc, voilà. Et derrière, avec le COMEX, moi, je suis le messager, en fait, des actions qu'on peut mener vis-à-vis de l'organisation, notamment sur le RSE. Alors Sébastien, bien souvent, la RSE et la relation client ou l'expérience client sont des notions et des entités bien distinctes, voire des silos dans les entreprises. Comment vous combinez chez Massif expérience client, relation client, RSE voilà, de quelle manière en fait la RSE nourrit la relation client et voilà, comment ça se traduit concrètement chez vous ? Dans les différentes dimensions, je vais l'illustrer avec des preuves concrètes. En fait, on essaie de faire en sorte de l'incarner, voilà, dans tous ces aspects. Sur notre organisation, par exemple, on a, je l'ai dit, 12 000 collaborateurs. On en a 7 000 qui sont en charge de la relation client, en front et en back-office. On a fait le choix d'être parmi les 10 premiers acteurs à être certifiés relation client en France parce qu'on considère que, en tant qu'employeur, on a le devoir de faire cette démarche-là sur le territoire. Et on pourrait dire c'était récent. Il y a 50 ans, quand la Massif a installé son premier centre de gestion, elle a fait le choix de l'installer dans des zones qui étaient volontairement économiquement sinistrées. Donc on a des centres à Andrézieux, on en a dans le Nord-Pas-de-Calais, on en a à Laval, sur l'industrie laitière, bref, on en a sur une vingtaine sur tout le territoire. Et à chaque fois, la responsabilité de la Massif, c'est de se dire, on a besoin on se développe, tant mieux, et comment on peut irriguer le territoire. Donc voilà, cette dimension-là, c'était il y a 50 ans. Dans nos offres, je vais vous donner un exemple avec 2 chiffres. On est un assureur automobile. Quand vous assurez le premier parc automobile français, l'assurance automobile, c'est le cœur de votre business et c'est là-dessus aussi qu'il faut agir. Donc ce qu'on a mis en place, c'est toute une filière des constructeurs jusqu'aux réparateurs en passant par les experts pour proposer à l'ensemble de nos sociétaires qui sont victimes d'un sinistre, vous faites écorner l'aile au carrefour, de réparer votre voiture avec des pièces issues de l'économie circulaire. Donc, on a travaillé avec les épavistes pour les identifier et permettre qu'elles soient recyclées en présentant toutes les garanties nécessaires, y compris lors de la revente du véhicule. Ça paraît rien, mais aujourd'hui, vous avez
une voiture sur 5 à la Massif, 20% qui sont réparées avec des pièces circulaires. La pièce la plus écologique, c'est celle qu'on n'a pas à produire, et c'est voilà, une vraie performance, parce que pour vous donner aujourd'hui, mi-2024, le marché est à 5,3%. Et notre ambition, c'est à fin 2026 d'être à 30% de véhicules, donc pratiquement 1 sur 3, réparés avec une pièce de l'économie circulaire. On a bien évidemment, je le disais, une force de frappe financière, et on utilise cette force de frappe. Notre filiale Assurance Vie, par exemple, propose l'ensemble de supports d'investissement qui sont ISR. On a été une des premières entreprises, dès 2002, à intégrer ces critères d'ISR dans la gestion de nos propres actifs financiers pour aider à la transition et accélérer la transition écologique. Et depuis 2022, on s'est séparé de la plupart des valeurs valeurs d'entreprise qui n'étaient pas dans une logique de décarbonation. Alors bien sûr, on ne peut pas le faire à 100% aussi vite qu'on le souhaiterait, parce que dans certains secteurs, ce sont des valeurs qui sont irremplaçables, mais pour autant, on a déjà fait une bonne partie de ce chemin. Et après, sur cette dimension sociétale, on considère qu'on doit s'adresser à tout le monde. Donc on a mis en place, il y a très longtemps, une démarche de permettre aux personnes qui sont sourdes et malentendantes de rendre les contrats accessibles. On a utilisé l'IA et on a créé un avatar qui permet d'assister en direct les personnes sourdes et malentendantes, notamment dans un moment de fragilité qu'on avait identifié lorsqu'ils sont victimes d'un accident de la route et qu'il faut remplir un constat. Puisqu'on ne sait pas forcément, c'est que dans la langue des signes, les mots n'ont pas forcément le même sens, et notamment le sens figuré. Donc le vol en assurance, pour quelqu'un qui est analphabète fonctionnel, c'est d'abord le vol de l'oiseau avant de s'être fait voler quelque chose. Et on a engagé la suite avec une démarche de facile à lire et à comprendre, avec des défis très larges. Merci. Alors Laurent, chez DB Schenker, comment vous faites le lien entre expérience client et RSE, et comment vous faites face aux silos, si vous en avez chez vous? Oui, alors des silos, je pense qu'on en avait tous. On en a aussi. Donc on essaye d'être les casseurs de silos, justement. Et ce qui est important, c'est d'arriver justement en mode transversal. Dans notre mode de fonctionnement, le RSE, qui est souvent traduit chez nous par la transition énergétique et écologique de par notre propre métier. On part du principe que cet enjeu planétaire, il est primordial. Donc il arrive en premier en fait dans nos urgences. Et il y a urgence. Donc mon premier partenaire, lorsque je vais à la rencontre de mes pairs, moi je suis au comité exécutif, c'est justement Tarek Chameroy. Donc c'est lui que je vois le plus souvent. Et c'est celui avec qui j'entretiens le plus de relations, parce qu'il sait que, quelque part, on collabore en fait. Moi, je suis là pour communiquer, marketer, présenter les sujets. Et c'est mon premier client. C'est même mon premier client avant même les produits en fait. Parce que les produits, ils existent, on fait du promotionnel. Donc c'est vraiment mon premier client, parce qu'on considère, et c'est écrit dans notre charte, il n'y a pas plus urgent que l'environnement. Déjà, il faut l'admettre en fait, tout simplement. Et donc c'est avec lui que je vais travailler le plus souvent, pour sensibiliser, pour l'intégrer effectivement, comme tu dis, dans l'expérience client, et puis pour permettre aussi d'aller plus loin et d'être dans l'envie en fait, et d'embarquer en fait tous nos collaborateurs. Ce qui est des fois un peu compliqué quand on est dans ce silo-là, je ne sais pas comment vous vivez-vous, c'est que quand on parle des RSE, de transition et autres, on se retrouve beaucoup dans du dogmatisme en fait. Donc moi, mon job, ça va souvent être de sortir du dogme pour le rendre beaucoup plus digeste, rendre les choses plus simples pour les collaborateurs d'abord, parce que sinon ils ne comprennent rien, tout simplement. Par contre, ça veut dire aussi que quand tu parlais de preuves, et je parle souvent de preuves, et on évite le greenwashing pour ça, il faut être en capacité d'être clair dans ce qu'on raconte, tout en donnant des données chiffrées. Parce que c'est ça qu'en fait, que traitent en fait, nos services de RSE. Des données chiffrées, fiables, présentables. Il y a plein d'outils qui existent, le DPEF, le bilan carbone, le report, etc. Donc tout ça, ça fonctionne. Et quand je continue, je déroule un peu la bobine comme ça, il y a effectivement ces preuves du concret, quelque chose qu'on fait, qu'on n'a pas le choix de faire en fait. Premier élément qui est sexy mais qui fonctionne réellement, c'est la livraison en vélo. Donc on fait ce qu'on appelle nous de la force musculaire. Donc ce vélo est évidemment assisté électriquement. Et on est super fiers parce qu'aujourd'hui on a une trentaine de villes qu'on livre en centre-ville en vélo.
On en a ouvert 2 à Paris, donc une qui a été inaugurée il y a à peu près 1 mois et demi, dans le 18e. On est en train d'ouvrir une deuxième agence du côté de Gobelin, donc je prends mes notes parce que je ne suis pas parisien, donc le 13e, tout simplement. Et donc là, on va aller livrer non pas les petits vélos que vous voyez passer dans les rues, hein. On livre 600 kilos au trajet, en fait. Donc on va être sur des palettes, sur des vélos spécifiques, des remorques, de manière à décarboner en fait les centres-villes, Paris, mais plein d'autres villes, on en a une 30aine aujourd'hui. Et puis le deuxième choix, c'est aussi l'électrique. Alors c'est souvent décrié, hein, mais ça marche en fait. C'est que les analyses qu'on fait disent ce qu'on appelle du puits à la roue, donc la consommation électrique, le rendement, c'est 80%. Si je compare ce chiffre de 80, je mets en face le biofuel, par exemple, c'est 30%. Le gasoil, c'est 20%. Donc l'électrique, pour nous, est aujourd'hui la solution. On parle de transition écologique. Peut-être que dans 10 ans, on se posera d'autres questions, on dira c'est l'hydrogène. Mais aujourd'hui, au moment où on parle, c'est l'électrique qu'on gère. On a 50% de notre flotte aujourd'hui qui est green. Donc qui est soit électrique, soit HVO, ce qu'on en a quand même. Ça nous aide. Et vélo, effectivement. On a plus de 600 véhicules qui aujourd'hui, donc sur 1200, qui sont green en fait. Et ça, c'est ce chemin qu'on a parcouru depuis quasiment 8 ans, d'initiative en preuve en fait. C'est ça qu'on fait. Et de la même manière, le fameux SAF, côté aérien, le fameux SMF, côté maritime, là où il faudra qu'on se pose d'autres questions, je crois qu'on y viendra tout à l'heure, c'est comment on fait pour investir et comment on fait pour que la roue, elle continue à tourner dans ce sens en fait. Et c'est ça qui est vraiment l'enjeu majeur. D'après une étude EY à FRC de décembre 2024, 77% de Français choisissent une entreprise qui valorise les comportements responsables. Et d'après une étude Ipsos Global Trends 2024, 64% de clients français déclarent avoir tendance à acheter des marques qui reflètent leurs valeurs personnelles. Alors Sébastien, es-tu d'accord avec le fait que les clients privilégient les entreprises qui affichent des valeurs fortes, qui prennent des engagements concrets, qui les traduisent dans leurs pratiques? Comment ça se traduit chez vous? Oui, je suis d'accord. Les études confortent cette orientation et cette sensibilité des clients à chercher des entreprises qui sont en reflet de leurs valeurs. Un des éléments premier élément qui est clé, hein, c'est vraiment de respecter finalement un alignement entre l'ADN et les valeurs de l'entreprise et puis la façon dont elle décline la stratégie, une stratégie qui est fatalement influencée aussi par le marché sur lequel elle est. Je vais vous illustrer ça avec deux exemples très concrets. Je vous ai parlé des pièces de réemploi sur le marché automobile. Je vous ai dit qu'on était l'assureur auto et habitation des particuliers. On a engagé la même démarche sur la réparation de l'habitat, avec cette même logique de dire on doit pouvoir utiliser des pièces de réemploi. Et on est aujourd'hui heureux et fiers d'être le premier assureur à avoir signé un partenariat avec des entreprises qui se sont engagées dans cette logique, c'est-à-dire une vraie chaîne de valeur, à travailler avec les déconstructeurs immobiliers pour permettre de récupérer, d'identifier, de recycler et d'apporter toutes les garanties sur un certain nombre d'éléments de construction, des portes, des fenêtres, du mobilier type WC, salle de bain, lavabo et ainsi de suite, de vraiment avoir toute cette logique de dire quand on doit réhabiliter un bâtiment, tout n'est pas acheté, il y a des choses qui peuvent se recycler et d'aller jusqu'au bout de la chaîne. L'enjeu, il est énorme. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, le ministère de la Transition écologique considère qu'il y a 1% de la construction qui se fait avec du réemploi de matériaux recyclés, là où le potentiel serait de l'ordre de 80%. Donc la démarche de la Massif, c'est de se dire ce qu'on a pu faire en étant précurseur sur le marché de l'automobile, on doit pouvoir le faire également sur la réparation habitation. Deuxième dimension, je reviens à l'automobile parce que ça reste malgré tout notre cœur d'activité. On a un peu plus d'1,6 million sinistres par an. Le premier sinistre en assureur auto, c'est le bris de glace. Et c'est le coût de la réparation, c'est vraiment le cœur du business model d'un assureur auto. C'est le premier élément que vous devez mettre sous contrôle et que vous devez maîtriser.
comment est-ce qu'on fait quand à un moment donné, on souhaite, comme le Massif, à nouveau finalement permettre d'aller plus loin et de disrupter le marché comme on avait pu le faire à l'origine, clairement en allant acheter un réseau de réparateurs mondial pare-brise, de remplacement de pare-brise pour faire une intégration verticale de notre business model et de pouvoir maîtriser mieux les coûts. Simplement aussi en réponse à une marque assez célèbre qui peut vous offrir une trottinette, un aspirateur. Et alors la dernière mode maintenant c'est l'air fryer. Voilà, sachant que faut pas être dupe quand vous avez un réparateur qui fournit ça, à l'arrivée, l'assurance c'est un système de mutualisation. Donc le surcoût de ce cadeau, c'est de toute façon la collectivité des assurés qui la paye. Là où on fait les choses un peu différemment, c'est on l'a fait finalement avec une logique un peu d'open innovation, je dirais, si je devais parler d'informatique. C'est-à-dire que ce réseau, on l'a racheté, mais on a considéré qu'on était aussi habité par une cause un peu plus grande que simplement le maintien de notre business model et le développement de notre part de marché, mais en faisant un acteur qui reste ouvert aux autres acteurs de l'assurance, donc des assureurs, des concurrents, dès lors qu'ils partagent nos valeurs, c'est-à-dire de permettre de maintenir les coûts de la réparation en cas de bris de glace à un meilleur tarif, parce qu'on considère effectivement que la défense du pouvoir d'achat, ça reste vraiment en phase avec notre projet, originel. Laurent, d'après l'Observatoire de la perception de l'engagement des marques 2024 BVA Excite Stratégique CRCE Fondation Jean Jaurès, 85% des Français jugent que les entreprises doivent intégrer des enjeux sociétaux et environnementaux au cœur de leur activité. Alors, est-ce que chez DB Schenker, vous observez que vos clients B2B sont plus exigeants sur ces critères et quelles sont les attentes de vos clients B2B? En fait, il n'y a pas à se poser de questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu n'as pas de dimension, si tu n'as pas de preuve environnementale, tu ne rentres pas dans les appels d'offres. C'est-à-dire que tu n'es même pas reçu, en fait. Donc tu as obligation d'avoir quelque chose, nous en tant que transporteurs, d'amener ce sujet dans un appel d'offres, parce que de toute façon, ça fait partie du RFQ, comme on dit, c'est partie de ce qu'on nous demande. Donc si on n'y est pas, on n'y va pas en fait, donc on perd nos clients. Alors c'est vrai que c'est plus vrai sur des grosses entreprises ou moyennes entreprises, c'est un peu moins vrai sur des PME, des TPE, mais encore que ça veut dire qu'en fait il faut repenser notre marketing. C'est-à-dire qu'on nous a appris à l'école le mix marketing, les 4P, tout ce tralala, c'est fini ce temps-là en fait. Il y a au moins une dimension qu'il faut avoir dans notre P, c'est la planète en fait. Donc ça, on doit l'avoir. Si on ne l'a pas, on sort en fait. Et je le disais tout à l'heure, c'est notre enjeu, notre audace d'y aller, sans quoi on ne peut pas y aller. Et puis il y a quelque chose qui est important, je vais refaire un peu l'histoire en fait. Tout ça, c'est des investissements, on est d'accord, c'est des ressources. Donc au départ, il y a 2 ans de ça, notre groupe a décidé de mettre en place un eco-neutral, donc un FI, comme on dit, où le client s'engageait de lui-même à dire « Tiens, je veux décarboner mon transport ». On l'a lancé, et puis je vais revenir après à la mutualisation, tu vas comprendre. On l'a lancé, et le résultat a été catastrophique. C'est-à-dire qu'en gros, on a des clients qui nous disent « Moi, je veux décarboner, mais surtout, je ne veux pas donner d'argent ». Donc sur 25 000 clients, on a dû avoir des clients. En plus, ils pouvaient le faire sur la totale de sa facture ou sur une expédition. Nous, on travaille à l'expédition. À la fin, 150 clients ont adhéré sur 25 000. Donc là, des fois, on se dit, il y a quand même un décalage entre ce qu'on veut faire et ce qu'on est capable de payer pour le faire. On a dit stop, on arrête, et on a fait ce qu'on appelle de la mutualisation. Du coup, on a été dans le courage en disant on va aller voir nos clients et nos commerciaux et on va mettre en place une CTE, une contribution sur la transition environnementale. Donc on fait payer les clients. Et on a eu ce courage-là de dire on propose quelque chose qui soit acceptable par le client, on mutualise en fait l'ensemble de nos investissements et à la fin, tout ça pour se dire attention, on n'est pas en train de dire client c'est toi qui payes à ma place. On est en train de dire, tu vas venir couvrir, et c'est la réalité des faits, 10% uniquement de nos investissements. Mais ça, c'est ce qui démarre, c'est ce qui permet de faire démarrer le sujet, en fait. On mutualise. Et si je veux vraiment aller dans la critique, dans l'analyse, ça marche sur le fret routier,
parce que ça, il est en place et ça nous a beaucoup aidé pour lancer la machine. Et on va voir comment on peut aller plus loin encore. Et ce qu'on n'arrive pas à faire, notamment dans le fret aérien ou le fret maritime. Là, on est encore dans l'individu qui décide de toucher, d'accepter ou pas. Et je pense que l'avenir, il va passer par ça. C'est-à-dire qu'on va devoir essayer de trouver une forme de circularité les uns les autres pour que ça puisse fonctionner. Et j'ai l'exemple concret, ça marche quand on le fait. Il faut simplement trouver le bon dosage. Donc ça, c'est des choses, si tu veux, qui marchent en tout cas pour nous. L'autre sujet, c'est effectivement la circularité. Il y a l'enjeu de ces véhicules, mais ce n'est pas suffisant non plus. Parce qu'en fait, nous, on est devant une espèce de triptyque de se dire, si on veut, nous, demain, survivre, il va falloir qu'on trouve une espèce d'électromobilité, une circularité dans nos organisations. Donc l'investissement d'aujourd'hui, et grâce à cette CTE, c'est de dire, je dois être en capacité de produire de l'électricité, donc on a des ombrières sur nos parkings, on récupère l'électricité, on doit être capable de stocker, ça c'est un enjeu technologique, commence à y avoir des batteries qui peuvent fonctionner pour nous, pour ensuite distribuer. Donc c'est essayer de, on va dire, de boucler la boucle en fait, de manière à pouvoir investir tout en favorisant en fait un moindre coût dans nos organisations demain. Donc c'est ça qui est important et c'est ça qu'on retrouve aussi dans qu'on arrive à intégrer dans nos résultats parce que le but c'est de rester pérenne bien évidemment et de faire du profit. Et c'est cette circularité avec les clients et avec les outils entre guillemets de production qui nous permettent d'y arriver. Merci. Alors, à propos de profit, Sébastien, est-ce que c'est possible de concilier social et environnemental et recherche de profit ? Oui, ça l'est. Et quelque part, ça doit... tu t'évoquais aussi la dimension greenwashing, j'y reviendrai. Le DG fondateur, il avait une formule qui consistait à dire la Massif n'est pas une entreprise comme les autres, mais comme les autres, c'est une entreprise. C'est-à-dire que voilà, l'objet social de dire on n'a pas d'actionnaire à rémunérer, elle ne doit pas nous empêcher de faire du profit pour le redistribuer, pour le mettre à disposition de nos sociétaires sous différentes formes, y compris en venant enrichir nos offres, nos produits, les solutions qu'on propose. Et la dimension RSE, je dirais un des pires risques, et là où ça peut exposer au greenwashing, c'est voilà, c'est finalement de ne pas faire des choses qui soient cohérentes, et il faut mettre en place des garde-fous. Ça fait partie des choses qu'on a finalement en place. Je disais que notre conseil d'administration est composé de sociétaires élus parmi les délégués. Ce sont des gens qui sont dans la société civile. Ce sont des gens qui, chaque jour, dans leur activité, dans leur rôle, dans les territoires au quotidien, sont sensibilisés, interpellés par des sociétaires qui font remonter des vrais besoins. Ces vrais besoins remontent, hein, je peux tout à fait l'illustrer, et en prise avec vraiment les évolutions sociétales. Hein. Le développement d'Airbnb, ça a généré la mise en place de boîtes à clés. Quand les boîtes à clés sont fracturées et qu'on ouvre une maison avec, il n'y a pas d'effraction et a priori il n'y a pas d'assurance. Les délégués, ils nous ont fait remonter ces sujets-là. Le conseil d'administration a dit voilà, il faut s'adapter aux usages de la société civile, des comportements, il faut faire évoluer les garanties. Donc on a effectivement, par notre organisation, on a mis en place il y a 7 ou 8 ans un comité consultatif jeune. Ce comité réunit au sein de chaque direction un représentant de moins de 35 ans de mémoire et qui siège quelques jours avant le conseil d'administration et qui planche sur les dossiers sur lesquels le CA va être amené à travailler pour amener finalement la vision de la nouvelle génération et obliger finalement la génération qui est aux commandes et qui pilote l'entreprise à intégrer des attentes forcément générationnelles différentes, une plus forte sensibilité sans doute sur certains sujets. Et puis il faut faire aussi les choses avec beaucoup d'humilité en allant chercher des compétences externes. La Massif noue énormément de partenariats pour mettre en œuvre et continuer à pouvoir mettre en œuvre sa promesse en allant, en maintenant ce qui est sa mission, hein, c'est-à-dire garantir le fait à tout le monde d'être assuré partout en France. C'est pour ça qu'on est partenaire de l'UNESCO et de l'Université de la Terre, parce qu'aujourd'hui, un des plus gros enjeux auxquels on est confronté, c'est les catastrophes climatiques, bien évidemment. Alors il y a celles qu'on voit dans les médias, les inondations, parce que c'est très télévisuel, l'image est impactante.
mais les assureurs sont confrontés au risque de sécheresse, et le risque de sécheresse, c'est en perspective à horizon 2050, 3 fois ce que coûte aujourd'hui le coût des climatiques, sauf que c'est un mal insidieux qui est voilà, silencieux, mais qui est fortement présent et réel sur le territoire. Merci. Alors Laurent, comment votre stratégie RSE, elle influence positivement l'expérience client? Comment elle peut être source de profit? Et comment éviter de tomber dans le greenwashing? Toujours la même chose, je vais te répondre toujours de la même manière, c'est apporter des preuves en fait. Sans preuves, il ne se passe rien. C'est-à-dire que ces preuves, il faut les produire, il faut les contractualiser, il faut être courageux pour les amener. Et surtout que dans ces preuves, en fait, il faut quand même avoir conscience, alors je vais parler de mon métier, mais 25% de nos coûts, c'est l'énergie, hein, c'est le diesel aujourd'hui. Hein, donc c'est le carbone, en fait, qui nous intéresse. Donc réduire ce carbone-là, il est important pour donner des preuves, emmener les clients plus loin, et puis se dire qu'on n'a pas envie d'être le Nokia ou le Kodak de demain, en fait. Donc si on rate ce virage-là, on a tout perdu. Et donc, on est une entreprise qui se veut durable. Et c'est vrai qu'on va beaucoup chercher nos collaborateurs là-dessus aussi, sur plein de dimensions. Hein. Et encore, on pourrait parler de tri, de déchets, tout ce que tu veux. Il y a énormément de choses sur lesquelles on peut avoir des leviers, tout simplement. Et ça, on peut le clamer, entre guillemets, on peut le dire, tout simplement. D'accord, merci. Sébastien, comment faites-vous pour embarquer l'interne en fait sur la relation client durable? Et est-ce que tu peux nous partager une initiative dont vous êtes fier à la Massif sur ce sujet? Alors, je viens d'évoquer le comité consultatif jeune, mais voilà, il a un vrai rôle. Je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, moi, je trouve qu'on peut être fier d'avoir une directrice de la responsabilité sociétale qui était une membre du comité consultatif jeune il y a 5 ou 6 ans. Voilà, ça veut dire que finalement, au-delà de... les idées finalement portent et germent, et aujourd'hui elle est voilà, au cœur de ces enjeux et des enjeux qu'elle a pu accompagner dans ce rôle-là à un moment donné. Une initiative, on a noué un partenariat avec une start-up qui s'appelle Caros pour proposer du covoiturage professionnel gratuit à tous nos salariés. Voilà, on est investi dans l'éco-mobilité, et là aussi dans une logique de symétrie des attentions, il y a énormément de choses qu'on fait pour nos clients, mais à un moment donné finalement ceux qui doivent être aussi au quotidien, les premiers acteurs, les premiers ambassadeurs, ce sont bien voilà, nos salariés. Donc leur offrir des solutions alternatives qui leur facilitent le quotidien et qui ont effectivement du sens, c'est une vraie force, tout comme on les mobilise régulièrement pour des actions d'ampleur avec des défis sur le nombre de pas au service d'une cause, au service d'Octobre Rose et ainsi de suite. Donc on mobilise ces collaborateurs. On a aussi un enjeu fort. On recrute en 2024, on a recruté 1500 personnes. En 2025, l'ambition, c'est de recruter 1800 personnes. Ce sont des gens de tout profil, mais quand même une forte majorité de jeunes. Ces gens-là, ils arrivent avec leurs idées, leurs envies, une façon de voir les choses, et ils nous obligent aussi petit à petit à faire les choses différemment, à infléchir notre management et à prendre en compte cette dimension valeur concrète et pas simplement ils sont très sensibles au fait que les discours se traduisent en preuve, le client sera preuve, c'était ça la tendance si ma mémoire est bonne. On pourrait dire que les collaborateurs seront eux aussi en attente de preuves, et on a cet enjeu-là. Alors Laurent, comment ça se passe chez vous? Comment vous engagez vos collaborateurs? Oui, écoute, on a aussi Caros. Donc du coup, on développe le sujet Caros auprès de tous les collaborateurs. On a le sujet Octobre Rose également. Alors, on le traite autrement. C'est-à-dire qu'on traite en se disant, il n'y a peut-être pas de raison que ce soit que l'entreprise qui finance, en fait. Donc, on fait ce qu'on appelle du co-engagement. C'est-à-dire qu'on dit, nous, vas-y, fais un don, et moi, je double le don, moi, en tant qu'entreprise. Donc, on va aller chercher l'initiative personnelle. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas toujours si simple d'aller chercher les gens, en fait. Ils attendent beaucoup de l'entreprise, moi, c'est mon avis. Et donc, ce qu'on va aller chercher, c'est le co-engagement. T'y vas, j'y vais. Et ça marche super bien. Et on s'est rendu compte qu'on allait, du coup, donner plus d'argent en faisant ça qu'en le faisant tout seul, avec notre communication, entre guillemets, DB Schenker.
Ça marche aussi sur planter des arbres. Nous, on a planté 6000 arbres en 2 ans. C'est-à-dire qu'on travaille avec Reforestation. Là aussi, je fais un peu de publicité, je n'ai pas d'action. Mais Reforestation donc, choisit des programmes en France pour planter des arbres dans des endroits où ils ne font pas que planter des arbres. Il y a aussi des programmes de sensibilisation, de formation, d'accompagnement des populations locales lorsqu'on n'est pas en France et qu'on va dans d'autres continents. Et ça, c'est super intéressant. Mais là encore, tu sais, quand tu lances quelque chose comme ça, tu te dis, bon, c'est facile, les gens ils vont planter des arbres, nous on parraine, c'est nous qui payons. Allez-y, plantez. Ben, sur les 8000 arbres, on a dû les planter nous-mêmes, entre guillemets, plus de la moitié. C'est-à-dire que le reste, ils n'ont pas trouvé de parrain, en fait, malgré qu'on payait. Et c'est ça, des fois, qui est pour moi très intriguant, c'est qu'on va chercher les gens, puis quand on leur propose de le faire juste en faisant 3 clics, ben, il ne se passe rien. Donc ça m'intrigue. Et je ne sais pas ce qu'il y a derrière, en fait. Je n'ai pas de réponse. C'est ça qui m'intrigue. Après, quand tu parlais de solutions, nous, on a une chaîne télé, donc il faut quand même avoir en tête que sur 6300 collaborateurs, moitié col bleu, moitié col blanc. Donc on doit aller chercher des gens sur les quais, dans les camions, etc. Donc on a une chaîne télé, on propage tout ce qu'on peut faire en termes de RSE au travers de notre chaîne télé. Et puis après, on a, pour le top management, on fait 4 conventions, il y a une tribune systématique sur le RSE. Il y a toujours un tiers de la convention qui est prévu pour ça, en fait. Et on va chercher des témoignages, des conférenciers, pour ouvrir l'esprit par rapport à ça. C'est comme ça qu'on a été acheter des pins, on en a fait presque 1000 comme ça. Vous ne connaissez peut-être pas, c'est l'ONU qui fait ça. Et donc, c'est toutes les couleurs correspondent à une action qu'on doit mener individuellement ou collectivement sur la RSE. Donc ça, c'est des choses super importantes. Alors j'ai eu la chance de voir votre chaîne télé en allant une fois en Learning Expedition chez vous. On peut peut-être aussi en dire 2 mots parce qu'il y a 2 objectifs. On vous parlait à la fois de RSE mais aussi de culture client. Et cette chaîne télé, elle est diffusée au sein des 125 agences, hein, c'est ça ? Il y a un ou plusieurs écrans selon la taille d'agence pour aller toucher l'école bleue, l'école blanc. C'est pas pour l'externe, c'est pour l'interne. C'est uniquement dans les lieux stratégiques, les réfectoires, etc. On l'a changé, Florence, tu l'as peut-être pas vu. Maintenant, on a une émission en IA. Donc, Runway, si vous connaissez. Donc, on a une présentatrice qui est complètement avatar, entre guillemets. Et plutôt que de poser des PowerPoint, des slides comme ça qui défilent, on a quelqu'un qui parle avec notre voix à nous et qui présente en fait nos actualités au niveau national. Et les agences peuvent localement aussi pousser leur communication locale. Donc oui, effectivement, c'est puissant. Merci. Alors, on arrive presque à la fin de notre échange. Sébastien, quels sont vos prochains enjeux, vos prochaines étapes sur ces sujets de relations clients et de RSE à la Massif ? Je vais dire avec 2 horizons de réponse. À court terme, c'est finalement d'arriver à convaincre nos sociétaires de la vision, de notre vision de métier, la façon dont on est un assureur, et puis plus largement du bien fondé finalement de nos propositions. Alors j'ai beaucoup parlé de la dimension pièces de réemploi, qu'il s'agisse en auto et en habitation. C'est clé. Je vais vous donner 2 exemples très concrets. Il y a 4-5 ans, un optique de phare sur une Clio, ça coûtait aux alentours de 800 €. Aujourd'hui, les derniers optiques de phare d'une Clio avec les LED, c'est 4000 €. Donc vous voyez bien que derrière, il y a un enjeu sur le coût de la réparation qui est crucial, qui est vraiment déterminant. D'ailleurs, si ça donne lieu à toute une logique aussi, une démarche de vol de pièces sur les voitures directement, malheureusement, les escrocs ont bien compris le filon. Et puis, je vous donne un deuxième exemple. Il y a quelques temps, en cas d'accident, les Tesla pouvaient être réparés puisque la batterie était désolidarisée. Le process de fabrication a aujourd'hui évolué et l'ensemble est monté de façon pressée. Donc une Tesla dernière génération qui aujourd'hui est percutée, pour lequel un élément de châssis et de la batterie est touché, elle n'est pas réparable. Donc il y a un enjeu aussi d'information et de pédagogie parce que finalement demain acheter une voiture, ça va finir par devenir un véritable acte citoyen. Et puis sur le long terme, on a nous un enjeu, c'est de permettre de maintenir notre promesse, répondre et couvrir les besoins d'assurance universelle de la façon la plus large. C'est aussi pour ça que Massif est très engagé, et notamment par la voix de son DG, sur tous les enjeux liés aux événements climatiques.
parce qu'aujourd'hui, on a des dispositifs qui sont assez performants en France, mais qui sont assez uniques. Il ne faut pas oublier que dans des logiques très capitalistes et mercantiles, vous avez des zones aux États-Unis où vous ne pouvez plus vous assurer. Voilà, l'objectif demain pour nous, c'est de ne pas en arriver là et de garder effectivement cette défense à la fois de la couverture des besoins et du pouvoir d'achat. Et si je dois finalement le résumer en une formule, peut-être que notre enjeu, c'est de donner du sens à l'assurance voilà, pour les décennies à venir. Merci Sébastien. Laurent, chez DB Schenker, quels sont vos prochains enjeux et priorités ? Les enjeux, toujours les mêmes, hein, qui sont toujours à reproduire dans les mois et les années qui viennent, c'est ces circularités. Hein, l'électromobilité, parce que c'est le choix qu'on a fait, tout simplement, donc d'arriver à produire, stocker, distribuer, ça c'est super important. Arriver à continuer à investir et compenser, grâce à l'aide de nos clients, une partie entre nos investissements, et peut-être de se dire, tout simplement, que dans 15 ans, le transport doit être moins cher, en fait. C'est qu'il doit être plus, on va avoir un ROI plus intéressant et que ce soit au bénéfice de tous. Donc ça, c'est peut-être une vocation peut-être un peu utopique, mais c'est ça l'idée en fait quand même, globalement. Donc d'être plus neutre, plus engagé. Je crois qu'on se l'est dit quand on discutait un peu de toutes ces questions-là, il n'y a pas 36 000 façons de faire. C'est un peu ce que je pense être les qualités d'un manager en fait. Hein. Pour les uns et les autres, c'est du bon sens et du courage. Il n'y a pas d'autre solution. Et ça, quand on fait tout ça, on peut y arriver. On voit on touche du doigt en fait les sujets. Et puis, un peu, tu as le mot de la fin, j'ai le mot de ma fin à moi. Du coup, moi, je raisonne toujours avec mes 5 doigts. Donc, mes 5 doigts, c'est à quoi je dois penser, à moi. C'est important, parce que si je ne vais pas bien, personne ne va bien autour de moi. Les collègues, donc les équipes, et tout ça, c'est un peu dans le désordre. L'entreprise, sa pérennité financière et autres. Les clients, parce qu'on est là pour eux. Et on doit les servir. Et puis le 5e, vous avez compris, c'est la planète. Hein. Donc les 5 doigts, pensez-y toujours, ça remet un peu l'église au milieu du village, tout simplement. Merci Laurent, je retiens les 5 doigts, c'est très parlant. Alors on va regarder un petit peu les questions du public. Il y a une première question pour la Massif. L'objectif en 2030 est de produire uniquement des véhicules électriques. Comment la Massif pense-t-elle réagir ? Continuerez-vous votre branche de réparation avec des pièces circulaires ? L'enjeu, c'est bien effectivement de... oui, je la vois apparaître ici, merci. Oui, l'enjeu, c'est bien effectivement de continuer à proposer la réparation avec des pièces issues de l'économie circulaire. Alors avec un vrai enjeu, effectivement, en passant des moteurs thermiques aux véhicules électriques. Mais le lobbying que l'on fait finalement avec nos collègues assureurs, c'est aussi finalement d'obliger les constructeurs à intégrer cette dimension de réparabilité des véhicules électriques, puisque de toute façon on voit bien clairement que c'est une évidence et c'est une solution d'avenir. Ça ne sera peut-être pas la seule en termes de mobilité, mais aujourd'hui on va bientôt réfléchir au prochain plan stratégique et je serais surpris qu'il n'y ait pas d'objectif autour d'un taux d'utilisation des pièces de réemploi dans la réparation du parc automobile assuré par la Massif. Merci. Alors nous avons une question aussi pour DB Schenker. Travaillez-vous également à l'optimisation des trajets retour, c'est-à-dire ne pas rentrer à vide, par exemple, avec des indicateurs ou des publications? Oui, alors ça, c'est le grand enjeu de nos centres routiers, en fait. C'est que, alors, il faut quand même savoir que quand il y a un camion qui descend du nord de la France vers le sud, enfin, quand on a 2 qui descendent, il y en a qu'un qui remonte, en termes de fret, si on voulait le remplir. Et ça, tu as raison, c'est l'enjeu de quelque part du développement durable chez nous, c'est d'arriver à remplir nos camions. C'est pas simple, parce qu'évidemment, on va pas dire aux clients, on descend plus parce qu'on n'a plus de fret qui remonte. Ça marche pas comme ça, en fait. Donc, effectivement, il y a un vrai enjeu. Et comment on va faire pour, peut-être aussi par le biais des emballages, par le biais du, comment dire, de comment on va composer une expédition. Et là, on a besoin du client, là encore, de le sensibiliser, de manière à de mieux compacter, en fait, de mieux remplir nos semi-remorques. Je parle que du routier. Donc j'ai pas de réponse exacte, enfin j'ai pas de réponse précise, mais c'est un enjeu qui ne dépend pas que de nous, c'est le client qui nous remet en fait. Il faut qu'on arrive en fait à contracter en fait nos expéditions. Mais le marché français, il est nord-sud.
J'ai une question pour tous les deux. Comment identifier les actions à fort impact dans les parcours clients, par exemple? Que ce soit qui joue un rôle à la fois en expérience client, en RSE. Est-ce que vous arrivez à identifier ça ou est-ce que pour vous, ça se traite de façon globale? Ça se traite de façon globale, ça c'est sûr. Là où on a, je pense, le plus d'efforts à continuer à faire, c'est de convertir l'interne, en fait. Ça paraît bizarre, hein, mais nous, on a des commerciaux, il faut qu'ils eux-mêmes se sentent impliqués. Donc, on a fait un énorme effort de sensibilisation. On fait du marketing green, entre guillemets, vis-à-vis d'eux. Parce que si eux, ils ne l'ont pas en tête, ils ne peuvent pas le vendre, ils ne peuvent pas le convertir, entre guillemets, nos clients. Donc, on fait du green marketing, hein, je suis désolé de dire ça comme ça, mais c'est plus pour convertir, en fait, et pour apporter la bonne parole. Et on en parlait, Florence, il y a quelque chose qui est super important, je pense, dans tout ça, on parle beaucoup d'IA sur ce salon. Moi, je crois beaucoup à l'IE. Donc, je vois le livre de Thierry, là, donc le merci, l'intelligence émotionnelle. Et c'est ça qui compte, en fait, pour passer les messages, pour mieux comprendre. Et puis, ça alimente la roue aussi. Ça nous permet aussi de nous remettre en question. Donc, l'IE, ne jamais l'oublier. Ça passe par effectivement la mobilisation des collaborateurs sur le parcours. Je pense qu'il faut se frotter au terrain, mais vraiment c'est pour moi les deux faces d'une même médaille, hein, la vérité terrain côté collaborateur, la vérité terrain côté client. Ne pas faire preuve de pédagogie, d'information, d'humilité, ne pas présumer que les clients vont comprendre, que les collaborateurs vont comprendre, qu'ils vont aussi être sensibles à des choses qu'on peut pousser, parce qu'on peut, avec notre point de vue, parfois se tromper sur ce qui est important dans le quotidien des collaborateurs et des clients. Donc je dirais que la dimension écoute, elle est primordiale pour vraiment mettre les efforts dans les parcours clients sur les étapes qui sont clés, en interne pour l'entreprise et les collaborateurs et en externe pour ses clients et ses partenaires. Écoutez, formidable. Peut-être un dernier conseil, chacun, si vous aviez un conseil à partager au public. Je vais poursuivre sur cette dimension d'écoute. Moi, je dirais que moi, j'essaie de garder en tête que le client n'a pas toujours raison, mais il a toujours le dernier mot. Donc, cette dimension d'écoute client, elle peut paraître bateau, mais elle est clé. Il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent avoir raison en avance, et avoir raison en avance sur ses clients, c'est avoir tort, parce que de toute façon, le client a toujours le dernier mot. 3 mots. Courage, toujours. Il faut y aller, en fait. Il faut tester, il faut aller chercher nos clients. Il faut leur proposer des choses, il faut leur mettre un petit peu la main au porte-monnaie aussi, parce que tout ça, ça contribue à l'ensemble, de manière juste ce qu'il faut. Humilité, je crois que tu l'as dit à un moment donné, hein, l'humilité, c'est super important. Donc courage, humilité, et puis faites confiance aussi à votre émotionnel. Hein, et il y a plein de choses qui se passent dans les agences, auprès de vos collaborateurs, faites remonter tout ça. Et ça aide énormément. Un grand merci, Sébastien et Laurent, pour vos précieux partages, pour toutes vos actions, vos bonnes pratiques qui contribuent à rendre le monde meilleur et plus durable. Un grand merci également à Thierry Spencer qui m'a confié l'animation de cette table ronde. Et d'ailleurs, je vous invite à découvrir son livre « Merci, petite et grande histoire de l'expression de la gratitude » que vous pouvez découvrir à la librairie du Salon sur le stand G8. Et d'ailleurs, vous pouvez découvrir les actions de reconnaissance de la Massif, page 130. Vous allez voir, c'est un régal à lire. Donc voilà, je vous invite à lire ce livre. Et bien, écoutez, je vous souhaite un très bon salon et un grand merci pour votre attention.